Jean-Paul Bourgois qui va vous expliquer la préparation de la voiture, pilotage, des détails comme ça. Donc, et je vous présente le pêche qui, lui, va s'occuper de la navigation. Merci. Ça me fait plaisir d'être avec vous autres à Rimouski. Je n'ai pas eu l'occasion de venir souvent. Et puis, pouvoir parler de la vie. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, aujourd'hui, on va axer surtout notre cours sur le fait qui s'adresse surtout à des débutants. On a des experts ici, sur place, qui font de la vie déjà depuis 2-3 ans. Les autres, on a rien à lui montrer, puis ça en est tout. Mais pour le débutant, le gars qui veut s'initier vraiment au sport, puis qui aimerait ça, faire une coupe de rallye, on va essayer de vous tremper vraiment dans l'atmosphère de rallye, vous conseiller le mieux possible pour ce que c'est de partir en rallye. Quand on part en rallye, de préparer une bonne voiture et puis prendre des techniques de pilotage qui sont tout de suite très efficaces et non pas perdre votre temps, tout le temps dans le fossé. En fait, si vous faites 25 km, puis vous êtes DNF, puis vous êtes dans le fossé, vous n'avancez pas pendant ce temps-là. Ça ne prouve rien. On a vu les COVID, on est capable de sortir dans un rallye, faire 3-4 stages, nous planter bien solide, quatrième stage, vous êtes dans le fossé. Ça n'a pas des finishers, ça ne prenait pas d'expérience. On t'habite pendant 3-4 stages, mais quand tu es vite pendant tout un rallye, tu te restes sur la route, tu finis avec le 20 heures, le lendemain matin, tu peux aller travailler encore avec ta voiture, ça c'est une autre affaire, c'est pas les qui va te le faire. C'est là qu'on reconnaît un pilote mature et un bon pilote. Quand tu es capable d'emmener sa base à la fin, ok, tu roule encore, et lui qui a réalisé des bons temps, sans se passer, puis sans dérapage spectaculaire. Un dérapage spectaculaire, ça me fait juste perdre du temps. C'est beau, ça me fait perdre du temps. On va regarder faire d'abord, on va lui faire une coupe de dos, perdre du temps partout. Pourquoi? C'est parce que c'est un travail. Le circuit est serré, le circuit est glissant. On vous a quand même laissé 2 belles grandes routes, vous allez pouvoir faire l'excès dans notre circuit. Mais il s'adresse surtout à des débutants, donc il faut y aller serré. OK? Après ça, vous allez avoir des routes dans des rallyes comme la des Chaleurs, la des Côtes, le Nouveau-Brunswick. Vous avez des routes qui sont très rapides, très droites. Là, vous allez vous faire jouer. Quand tu es en 5e, tu es dans le fond, tu ne fais plus rien. Tu es à 5000 tours. Là, à un moment donné, le jour à pilote les bosses. Tu t'en vas 100 000 à l'heure. Là, d'un bord, c'est difficile. C'est 200 pieds profond. Puis l'autre bord, c'est dans la montagne. Ça va être le nord totalement. On va commencer dans les temps avec un petit circuit de quand on prépare une voiture de la vie, c'est de préparer une bonne voiture en temps, parce que ça implique quand même beaucoup de dépenses. Alors, c'est pas bien agréable de partir avec une voiture qui n'est pas en très bonne condition, qui est pourrie, bien avancée. Et cette voiture-là, au bout de 3-4 rallyes, si vous en prenez un rallye qui est moindrement long, elle va être déchirée partout parce que la pourriture, ça va avoir déchiré. Alors, ça va être une voiture, du temps, et au bout de 3 rallyes, vous allez décourager bien. Parce que quand on prépare une voiture, ce que je conseille, moi, c'est de partir avec une voiture le plus récente possible. Le gros moteur monté, ça va 2000 $, votre moteur monté, oubliez-le pour le moment. Vraiment, avec votre moteur stock, fait que soyez capable d'emmener à la limite tout le temps, puis de tenir à la limite tout le temps, d'aller avoir des gens pour votre enfant. Ça va être des gens pas mal vite. Moi, je dis que ça prend au moins 2 ans, et puis là, relativement doué, là, normal, là, pour être capable d'emmener une voiture de série, stock, moteur stock, sans modification, à la limite, et être capable de l'emmener à la limite partout. Quand tu es capable d'emmener à la limite partout, puis là, tu manques de pédale, là, il est temps que tu fasses le saut. Pour commencer, on va débuter avec la base, c'est-à-dire une bonne carrosserie, des bons freins, une bonne suspension, un bon éclairage. Puis, la sécurité à l'intérieur de la voiture qui est bien importante. Alors, en partant, l'auto en bonne condition, c'est primordial. Après ça, il y a des items qui vont vous sembler drôles à l'heure que je les ai placés, mais qui sont vraiment, pour les rallyes performantes, surtout la nuit, sont vraiment importants de les garder dans cet ordre-là. Alors, si je demandais à n'importe quel de vous autres, c'est quoi le plus important sur une voiture de rallye? Qu'est-ce que vous voudriez qui casse le moins l'affaire de ça? Un autre? Pas de road case. OK. Ouais, lumière. C'est lui à la réponse. L'affaire la plus importante d'une voiture, premièrement, tout le monde répond les freins. Deuxièmement, la direction. Troisièmement, l'éclairage. Alors, c'est l'éclairage qui est le plus important d'une voiture de rallye. Ça va vous sembler drôle de dire, on ne mettra pas de break sur mon char, on va voir ce que je vais avoir. Vous allez voir si vous en allez, puis maintenant, vous allez voir ce que vous allez frapper. Vous allez avoir des freins pour voir où tu t'en vas. Quand tu t'en viens 100 000 à l'heure, à un moment donné, tu es dans le bois, il est 3 heures du
déjà arrivé. À un moment donné, tout a coupé. J'étais à 80 000 à l'heure, j'étais en dérapage, j'ai 4 roues dans une courbe de la largeur du char. OK? Puis là, à un moment donné, c'est la noirceur totale. À 3 heures du matin, dans le monde, il fait noir. Puis là, l'éclairage vient de tomber en terre. Je veux dire, une affaire, j'avais réparé mes briques contre un bon vieux Sylvain. Et c'est bien autre. Ça fait que l'éclairage, c'est l'affaire la plus importante. Une anecdote là-dessus, il y a 2 ans, on part dans un rallye, je ne me rappelle plus lequel, et puis il y a Nicole Ouimet, une très bonne pilote d'ailleurs, qui me demande, je pars en avant de moi, à un moment donné, elle est dans une route, c'est la nuit, et puis l'éclairage coupe, d'un coup sec, comme ça. Elle est peut-être à 70 000 à l'heure, elle fait un capotage, mais elle ne vaut plus de route. Elle se trouve, ça m'avait quand il fait noir, il fait noir. Elle pointe de bon côté, elle fait un capotage, elle retombe sur le 4 roues, les lumières d'allure, elle part. Elle continue dans le sens contraire. Dans son capotage, je ne sais pas dans le compte, ça tournait, bing, bang. Boum, ça tombe à terre, les lumières allumées, tout bas, on part, ça n'a rien fait à face avec moi. Ça arrive une coupe, pour aller sur ce bord-là, elle s'en venait de ce côté-là, elle s'est trompée de chemin. À un moment donné, je te vois arriver un paquet de porc, le Nicole, ça vient dans le contraire. On sait que ça peut toucher. Fait que ça me dit une chose, c'est l'éclairage. Dans son capotage, elle n'aurait pas capoté quand elle arrive des freins, quand elle arrive une bonne direction, si elle avait eu un bon éclairage. L'éclairage, ça aurait eu les affaires. Au moins, vous allez voir ce que vous voulez frapper. Hein? Vous frappez. Deuxième des choses, la direction, ça passe à 20 freins. C'est encore là, comme je vous disais tout à l'heure, quand tu bord les précipices, quand elle avait des breaks, c'est une direction, pas important. Les breaks, ça rend toujours pour arrêter. Compression, je pointe de bon côté, frein à main, il y a toujours le frein à main qui fonctionne. Alors, la dernière chose à voir, c'est les freins. De toute façon, ça va juste vous ralentir à chaque fois que vous allez toucher. Hein, dans le rallye performance, c'est la pédale au plancher, t'oublies de réfléchir. Fait que les freins, moins que dans l'autre, mieux c'est que tu vas aller plus vite. Ça m'est arrivé, j'ai fait un rallye de même 150 000, les gars, ils sont tout bon temps, ça me fait quelques ans. On va aller à la brique. Écoute, on a vu qu'on allait. C'était en hiver, il y avait des beaux bancs de neige de 4-5 pieds chaque part. On roulait dans une Carmine Ghia, en 54. Et puis, ça descendait comme un bobsleigh. Ça fait des bandes de neige. J'arrivais dans le coup, le Carmine, il retournait. Boum, il retombait sur le chemin. Bonjour le monde. Ça fait que, c'est ça qui est bien important. L'éclairage, la direction, les freins. Les freins, ben, ça va juste vous ralentir avant de frapper. L'éclairage, vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez frapper, la direction aussi. Après ça, ben, après que ce stop-là est rectifié, c'est corrigé, la sécurité, naturellement, à l'intérieur de la voiture, ça c'est bien important aussi. Les ceintures de sécurité, le volant, c'est pas une poignée. Vous voyez un gars qui sont fantastiques, qui sont dans la queue, vous voyez la balle télé, qui sont allés. C'est pas comme ça que tu contrôles un char. Tu contrôles un char, quand il est assis dans le fond du banc, et lui, tiens. Là, tu fais corps avec la voiture, puis là, t'as un bras bien libre pour travailler ta voiture dans les fois. C'est en dérapage de 4 roues, c'est solide. La voiture, elle peut se soulever de terre, elle peut tomber trop plus loin. Toi, t'as pas bougé. Tu vois exactement ce qui se passe. Tu fais un capotage, bing, bang, bang, par contre, c'est 4 roues. Là, tu marches. T'es pas dans le sens routier, dans le rien, là. T'es encore à ta place. Tu vas juste prendre l'eau, tu repars. C'est là que tu peux contrôler. Souvent, dans une route de rallye, à un moment donné, vous vous retrouvez sur du. Oh, il y avait une butte. La voiture, elle tombe sur du. C'est quand tu as resté, tu peux tenir. Quand même, je me rends bien, tu peux contrôler le taux. Tu peux sur 2 roues, plutôt à prendre. Tu mets tout en haut, pour voir. Les roues, les niveaux, pas de faire. Dans le steering, c'est pas de poignée. Les ceintures, c'est votre sécurité aussi. Dans les ceintures, il y avait des modèles de ceintures, on est d'abord un point là-dessus, là. Mais les plus connus, ceux qui sont exigeants à rallye, c'est les harnais 4 points, ceux qui passent au-dessus des épaules et la ventrale. La diagonale, c'est un gros vélo, vous allez passer un épaule, voilà, ça peut votre visiter. Alors, de toute façon, c'est obligatoire, je pense, en fait. OK? Les ceintures 4 points. Il y a toujours le petit budget de la ceinture homemade. Ben, probablement qu'à un moment donné, ils vont passer un règlement là-dessus, ça serait accepté. Ceux qui n'ont pas les moyens d'aller se payer un truc de harnais à 120$, ils peuvent prendre des ceintures, aller acheter ça au scraper. Moi, tu fais des ceintures, fais tout ça sur le cordonnier. Avec 2 anneaux aussi, ils passent en membrane dedans, ça vient de tête, ils ont un bon set d'harnais. C'est beaucoup plus efficace que la ceinture diagonale qu'ils ont présentement. Les appuis-têtes, les navigateurs, pendant qu'il y a juste un navigateur qui est en tête. Normalement, le pilote, c'est le pied. En réalité, le pilote, c'est le pied, il faut que ça s'arrête. Le navigateur, c'est la tête. C'est la mère dans le dos. C'est elle qui dirige tout, c'est lui qui décide tout. Son pilote va trop vite, il dépasse ses limites, c'est lui, justement, à modérer son pilote. Il attaque pas assez, il perd le tempo, tu le pousses. Et là, pour ça, la job du navigateur, c'est ça. C'est lui qui dirige tout à bord de la voiture. C'est ça que tout le monde se rend dans la tête. J'ai vu des gars, les navigateurs, des fois, qui poussent un peu trop fort,
Vous allez sentir votre pilote. Vous sentez si votre pilote a la voiture en main. Si vraiment il contrôle, c'est pas la voiture qui l'emmène, c'est lui qui emmène la voiture. C'est là que vous pouvez allez étudier votre pilote, vous allez vous rendre compte qu'il est plus rapide dans les places les plus serrées. C'est là qu'il faut solliciter tout son talent. À les places, ce qui est bon, ce gars-là, ça va être il y a des pilotes qui sont très vite dans les lignes de web, dans les rallyes rapides, les rallyes que tu es en cinquième tout le temps. Il y en a d'autres qui ont peur dans cette place-là. Pas spécialement qui ont peur, mais qui n'ont pas le talent. Là, ça va à attendre de tous les côtés. Puis le gars, il lève le pied. Il y en a d'autres, c'est le contraire. Plus que c'est proche, moins que ça va vite, plus que ça arrive, lui, il excelle le temps. C'est là qu'il va falloir que vous appreniez à exploiter votre pilote. Puis le mieux placé là-dedans pour l'exploiter, c'est le navigateur. C'est lui qui voit les erreurs du pilote. Il est là pour l'aider. Et quand le pilote est dans une courbe, la courbe tourne à gauche, le pilote, il ne voit pas la courbe. Le navigateur est assis à droite. Alors, il voit bien plus loin dans la courbe. C'est lui qui peut dire c'est beau, tiens son fond, planche, c'est beau dans la courbe. Et, alors, le navigateur, c'est vraiment sa job, ça. C'est le maître à bord. Alors, pour les navigateurs, ça va être un appui-tête parce que c'est la veille qu'il faut protéger, ces gars-là. Une bonne appui-tête. De toute façon, un appui-tête, c'est pour les collisions de filons. À un moment donné, vous allez faire un queue. Dans une courbe, vous allez taper un arbre de filon pour le faire continuer. Alors, vous avez peut-être soit bien ajusté et solide. Les sièges solidement ancrés et ajustés. Alors, un siège, c'est bras tendu quand on pilote une voiture, on pilote pas de même, mais tu peux contrôler. C'est pas au bout de tes doigts non plus. Okay? Une position, normalement, c'est la demi-pliée, comme ça, de 2 ans moins 10. Okay? Et puis, pour avoir vraiment tout le déplacement des bras, là, pour avoir les bras libres, autrement dit. Et puis, vous voyez, les pilotes, des fois, il y en a qui conduisent bien les bras dans les stages serrés. C'est pas une très bonne habitude. Le gars, il fait ça normalement parce qu'il n'a pas assez de puissance dans les bras. Sa voiture, son volant est très dur. Il va prendre un petit volant et puis il va conduire serré pour pouvoir avoir de la force pour tourner son volant. Et puis, dans une voiture à rallye, ça se met pas avec le frein. Ça se met avec les fesses de voiture. C'est la voiture que tu lances dans les rétrélapages. Alors, tu conduis avec les roues en arrière. Accélération, décélération assez violente. Tu vas placer ta voiture en dérive. OK? C'est de cette façon-là que vous allez pouvoir vraiment contrôler la voiture. C'est pas avec le volant. Je voyais des gars à l'heure qui tournent l'auto, qui arrivaient dans la queue, tournaient le terrain. La voiture, elle n'avait pas été, il n'y avait pas amorcé son dérapage avant. Alors, la voiture, elle faisait un coup de droit. C'est tous les breaks, ça a compris, la voiture, elle continue complètement. Alors, c'est de balancer la voiture avant, OK? Et puis, là, un coup d'accélérateur ou décélération violente, la voiture va partir en dérive. Puis là, c'est là qu'il faut clencher pour sortir de la courbe. Ça, on va élaborer un peu plus à l'âge sur la façon de piloter la voiture. Alors, il y a des choses bien importantes. Ça m'a donné un petit semaine pour un café maintenant, avec les squelettes. Il y a des choses bien importantes qui vont pouvoir équiper votre voiture. Un mur à feu, il y a certaines voitures qui sont équipées d'un réservoir d'essence dans le compartiment à bagages. Et puis, il faut, obligatoire, mettre un mur à feu pour empêcher, lors d'une explosion ou si le réservoir coule, que ça aille dans le compartiment de voiture. Et puis, pas avec des pop-rivets, il faut que ce soit glissé, votre mur à feu. Les pop-rivets, bien sûr, dans le gaz, ça passe pareil. Alors, vous mettez une bonne couche de silicone sur le dos, et puis vous glissez votre mur à feu là-dessus. Alors, il y a l'arceau, la cage. Là-dessus, je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'un arceau de sécurité, puis une cage. L'arceau, c'est juste la barre qui fait le tour des deux ciels, en arrière du ciel du conducteur ou du navigateur. Et puis la cage, elle s'en va jusqu'à l'avant. Dans la voiture Toyota, il y en a une cage, tout à l'heure, vous pouvez la regarder. Alors, je vais des meilleurs cyclistes. Naturellement, ces systèmes-là, il faut qu'ils soient faut qu'ils suivent des normes qui sont approuvées par les fédérations sportives. Alors, c'est important de vous adresser soit à la Fédération au Québec, à à Montréal. Les autres vont vous donner la réglementation pour la grosseur du tuyau, la résistance du tuyau pour fabriquer votre cage. Après ça, il y a des... Oui. Je parle de la cage. Est-ce que quand vous allez avec une voiture jamais compétitionnelle, c'est la première fois que je la présente, la cage est faite à l'intérieur, est-ce qu'il faut que je présente une facture du tuyau qui est utilisé? C'est à l'inspecteur
doivent être à peu près la même chose. Oh, c'est ça. Bon, avoir des applications sur les sortes de tuyaux, je pense que oui. Naturellement, quand on parle de sécurité d'une cave ou d'un arceau, c'est votre vie. Alors, c'est à vous autres d'investir au bon en même temps. Hein? Vous voyez que votre vie, elle vaut plus que 100 000 de plus, 100 000 de moins. Parce que avec une décharge, tu fais un tonneau à 100 000 à l'heure. Tu comprends que ta petite cave, là, à un moment donné, il aurait dû mettre de 100 pièces, ça ferait notre juste, là-dedans, il y a des conseillers, vous allez dans des compagnies de métal, les autres vont pas conseiller là-dessus, quelles sont les résistances, là, c'est comme, vous venez aux fédérations sportives, des règlements de fédération, vous allez avoir là-dessus. Et bon, moi, quand j'avais fait ma cave, j'avais demandé à Jean-Pierre, j'ai dit, si c'est bien fait, les courbes sont bien faites, les soudures sont bien faites, ça paraît bien. C'est vrai aussi. oui. Oui, monsieur, là. Oh, oui. Moi, je conseille ça complètement de faire une cage en dessous de classe. Oui, pas vrai. C'est pas qu'il y en a pas qui font. Pour la différence de poids, OK, pour la différence de poids que vous allez avoir à traîner, là, moi, je dis que c'est bien plus important que d'avoir 25 livres de plus de tuyaux dans ton poche. D'avoir 25 livres de moins. C'est ça. Puis le salaire est fait, c'est investi là-dessus, là, ça va être. De toute façon, c'est votre vie. Hein? Vous y allez avec le gros bon sens. Après ça, à l'intérieur de la voiture, il y a des crochets et des couverts pour les ovnis, les objets voyants non identifiés. C'est-à-dire ton coffre d'outils qui est associé en arrière, qui soit en arrière de la tête quand tu prends le chemin. Le coffre d'outils, ça va pas se dire en arrière. Il n'y a pas rien de lousse à l'intérieur de l'hôpital. C'est bien important que tout ce que vous traînez à l'intérieur de l'hôpital, les passagers, doit être attaché. Ça soit n'importe quoi. N'importe quoi. La plus petite pièce. OK, un tournevis, il est sur la terre arrière. Puis tu frappes à 110 000 à l'heure, il passe à travers du windshield comme un obus. Fait que si tu le reçois dans la tête, il passe à travers ton casque aussi. Oui, voilà, je suis d'accord. Oui. Alors, très important que tout ce qui est à l'intérieur de la voiture doit être solide. À commencer par vous-même, dans le dos, soyez bien attaché. Puis tout ce qui vous entoure, ça soit solide. Il n'y a rien de plus choquant que de voir le crayon de ton navigateur qui se promène sur le dash à chaque fois que tu prends une coupe. Hein? Faut que ça soit bien attaché. Alors, il y a des attaches supplémentaires à mettre à l'intérieur. Il y en a à l'extérieur aussi. Sur le capot, on va exiger que vous ayez une attache supplémentaire, un haut de pin ou pour la porte arrière, on a des trappes pour le couvert de valise. Parce que dans les mauvais passages, parfois, la déformation de la carrosserie est tellement importante que le capot peut s'ouvrir, le couvert de valise peut s'ouvrir. On voit ça fréquemment. À un moment donné, vous allez sur une bosse, vous avez le couvert de valise couvert. Pourquoi? Parce que vous n'en avez pas rendu compte que c'était ça avant, dans un style bien moelleux. En arrière, la caisse, elle a fait même une boîte de carton. Elle a tellement travaillé que. Et tout le là, mais c'est important aussi d'avoir une structure qui est solide. Ça en revient à dire ce que je disais tout à l'heure, une voiture solide, une bonne base, sur laquelle vous allez bien renforcer certains points d'attache, certains le frein, tout ça, c'est moyen de souder les plaques à différents endroits pour renforcer un peu partout. Là. C'est bien important d'avoir une bonne caisse. Après ça, il y a la trousse de premier soin qui va être complète. C'est très important. L'extincteur chimique, il exige un 10 BC, capacité minimum de 5 litres, ou 2 de 2 livres et demi, qui donnerait 5 litres. L'extincteur chimique, on le met à portée de la main. C'est un outil, l'extincteur chimique. Il ne faut pas qu'il soit dans la ligne. Quand il ne peut pas dans la guitare, ça ira absolument bien. Il faut qu'il soit à portée de la main, normalement, entre les deux navigateurs, si possible, ou facilement accessible par les deux occupants de la voiture. Ça peut être pour casser le pare-brise à un moment donné, pour sortir de la voiture, vous êtes à l'envers dans un lac. Ça peut être pour des millions de choses. Donc, ça peut être aussi pour éteindre après ça, c'est un peu moins cher que le char. Quand ton char passe au feu, je me rappelle de Leduc qui avait acheté une belle pour le sport de John Barton. Il est arrivé à Colombie-Britannique, il a passé une inspection, ils ne sont pas rendus compte qu'on extincteur était vide. Et puis là, le feu poigné dans le char, le char complètement brûlé. Belle pour le sport.
À Moncton? Moncton. Et puis, une pose de belle voiture qui coûtait 6 000 à l'époque. Des bonnes endroits, on a voulu passer les extincteurs, c'est des mettre juste en avant ça, pour qu'il y ait juste dans le plancher en avant ça. Oui. C'est que de toute manière-là, si tu détaches, au moins il n'y a pas tout à l'arrière de la tête, tout à l'arrière des jambes, ça va bien. Ça a peut-être inconvénient l'hiver, on rentre de la neige et de la glace, ça peut faire corroser. Mais il y a sûrement moyen de trouver un endroit qui ne soit pas dangereux, qui soit accessible pour les deux, et puis qui soit solidement attaché. Parce que ici, je me plais sous la gueule, ça va être. J'ai besoin. Triangle de réflecteur, maintenant on en exige 3 nationaux. Alors 3 triangles, bien attachés aussi dans la valise normalement. On peut suggérer d'en mettre un dans le compartiment passager. Normalement, on le visse sur le plancher, là, où on l'attache avec des élastiques. Ça avec, c'est un outil qui peut être dangereux, par exemple, lors d'une collision. Parce que normalement, c'est une plaque de dos dans le triangle, alors qu'elle soit bien attachée. Et puis, on le met sur le côté du navigateur. Alors, si normalement, le pilote va être toujours le dernier à débarquer de la voiture. Parce qu'il faut qu'il soit attaché dans la voiture, il faut qu'il reste attaché. Le navigateur n'est pas été battu, pousse le char, on repart, et puis il se rattache en chemin. Alors, c'est lui qui va avoir la débarquer premier, et puis aller placer le triangle. Maintenant, les triangles, quand vous les placez, mettez-les pas au milieu de la route, vous les placez, le prochain compétiteur va jeter à terre, parce que le troisième va tomber, il faut vous frapper. J'ai vu, je me rappelle, une anecdote, à un moment donné, on prenait un ballon dans un rallye en hiver, et puis juste au bord du ballon, le triangle était là, on ne le voyait pas du tout. Et puis il y avait un gars qui était placé là en train de changer son place. Quand on a retombé, on a levé les airs, on a été lui. Quand on a retombé, on a tombé à côté de lui comme ça. Les 2 voitures, il a fait ça de même. Bon, le gars, il aurait pu se faire tuer dans l'air, on aurait pu sauter carré sur le char. Alors, ça c'est une des fois de vie, ça, le triangle. Le triangle, c'est ça qu'il y avait plus l'autre bout qui s'en vient, là, puis vous êtes là, vous avez arrêté la queue. Ça pense, après ça, dans une navigation sécuritaire, souvent que je vois les gars, les navigateurs arriver avec la belle grosse feuille de plywood d'un pouce, un pouce et demi, puis les beaux coins carrés. C'est presque une feuille de 4 par 8. Le pilote a de la misère à chuter, je ne peux pas venir. Et une navigation, normalement, c'est grand. Là, tu nages, tu ouvres la tâche. Donc, alors, ce que tu peux faire, peut-être les 2 pouces de plus dans les ombrayons à côté. Une planche de navigation, ça n'a pas besoin d'être bien plus grand que ça. Ça, c'est très bon. Et puis, on demande qu'il soit normalement dans un matériel flexible. Donc, sous un impact, il se détruit, il se brise. Fait que le plywood est corps, mais si tu n'es pas attaché comme il faut, mais que tu rentres le cadavre dans les côtes, là, dans le tâche, ça va être la tabac. Alors, bien important que ce soit un matériel que, normalement, le plywood est corps, là, avec un fond en dessous pour pas qu'il glisse sur vos genoux, là. Ça, c'est l'idéal. Plywood est corps, ça, c'est facile. Tu casses ça, bien facilement comme ça. Le mieux que la feuille de plexiglas est 8 pouces ou de plywood pour corps. Voilà. Jusqu'à là, c'est ce qu'on a trouvé. Si vous trouvez quelque chose de mieux, c'est encore préférable. Un carton dur, faire des voyez, tout est ouvert. Ce qu'il faut penser, c'est d'avoir les coins arrondis, pas trop grands inutilement, et puis que ce soit quand même assez flexible, un peu d'accident. Pas trop pesant. Pratiquement pendant 2 jours de temps, et à 48 heures, on va être sur vous. Alors, il ne faut pas qu'elle soit trop lourde. Ça, c'est pour la tâche de navigation. Les vêtements chauds, on a beaucoup de temps à rallier, surtout des rallyes comme on a aujourd'hui, des écoles comme on a aujourd'hui, ou des petits rallyes sprint d'une journée dans les milieux d'après-midi. C'est pas tellement grave. Mais souvent, dans les rallyes de performance, les grands rallyes nationaux, on oublie de s'emmener des bons vêtements chauds. La nuit, quand c'est rendu à 30 degrés ou 40 degrés dehors, là, le gros frisson, parce que si le char te chaud, tu viens de faire un stage de 45 km et tu trembles, le char au gros frisson, ça t'es malade pour le restant du jour. Alors, des bons vêtements chauds, dans un sac à l'épreuve de l'eau, donc un sac en plastique. Ça se fait que vous soyez dans un poussant, les chars sont remplis d'eau, votre chandail, votre manteau qui trempe, puis vous ne verrez pas grand-chose. Alors, dans un sac de plastique vert, bien strappé, qui va devenir à l'épreuve de l'eau. Ce même sac-là va vous servir à remplir le radiateur quand vous allez avoir besoin d'eau pour avancer ça dans un gros sac. C'est toutes sortes de choses comme ça qu'il faut exploiter, avoir le minimum de poids, et puis, oui. Le côté aussi, quand vous partez dans un rallye, c'est toujours que vous soyez correct. Cette année,
vous ici l'ai dit à tout à l'heure. remplacer. Pas en milieu de nuit, quand vous êtes dans le bois, là, de vous utiliser comme ça. Faut pas le faire. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les remorquages. Après ça, il y a les clochettes de remorquage qui sont obligatoires sur les voitures. Ou au moins avoir une bonne emplacement. Parce que si vous prenez le champ, et puis parfois vous pouvez faire sortir dans les autres compétiteurs, par zoning, tout ça, il n'y a pas de place pour accrocher. De toute façon, c'est avec les gens obligatoires, les bons crochets de remorquage devant la guerre. Les garde-boue à caoutchouc, même aux États-Unis, il y a des places obligatoires, les garde-boue à caoutchouc. Alors, un, pour les spectateurs, parce que quand vous arrivez dans une course, et puis vous êtes en dérapage, le gaz au fond, avec 250 chevaux, les roches sont en arrière, c'est des gros mètres, vous pouvez vous laisser quelqu'un. En même temps, vous ménager votre carrosserie. Alors, des bons garde-boue en caoutchouc, il n'y a pas peur de les descendre jusqu'à terre. Dans le cas, ça va prendre des crochets pour les pneus supplémentaires. Le coffre aussi, tout ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est important qu'il n'y ait pas de vis dans le coffre que dans le compartiment des passagers. Après ça, l'éclairage. Alors, il y a un soin particulier qui doit être apporté à l'éclairage, comme je vous ai dit tout à l'heure. Les circuits ne doivent pas être surchargés. Les connexions doivent être tous soudées. Ils n'ont pas juste tourner et taper. Ça, c'est pour ça que la thème est embarqué dans les autos électriques. Alors, quand tu fais une bonne jonction, une petite plaque de soudure bien tapée et bien protégée, ça doit être isolé comme ça. À l'extérieur, il y a des conversions. Normalement, avant d'investir sur des gros ports à 200-300 piastres, la première chose qu'on fait, c'est qu'on change nos ports d'origine par des lampes de conversion. Alors, c'est juste d'enlever les ampoules, puis mettre des nouvelles, des ports salés, là, puis mettre des nouvelles lampes à diode. Après ça, il y a des ports longue portée, des ports virage, et puis ce qu'on appelle des anti-brouillards ou des wide and go. La différence, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas la différence, on va vous l'expliquer immédiatement. Alors, si on a devant la voiture ici, normalement, un wide and go, il va pas loin, et il va large. Vous voyez bien les côtés du chemin. Ça, c'est un wide and go. Il y en a qui appellent ça un anti-brouillard. Il y en a qui appellent ça, parce qu'il y a une vitre jaune, il y en a qui appellent ça des anti-brouillards. Il y en a la même chose avec les vitres blanches. Ça, c'est ce qu'on appelle un wide and go. Après ça, vous avez le driving qui, lui, va vous donner un faisceau peut-être un petit peu moins large, mais beaucoup plus profond. C'est ce qu'on appelle un driving ou un longue portée. Après ça, il y a le longue portée pinceau, un spot qu'on appelle. Alors lui, ce qu'il fait, c'est juste une ligne comme ça, mais beaucoup plus profond que les deux autres. Ça, c'est un longue portée, ce qu'on appelle un pinceau. Là, il y a PS ou un C? PCS, c'est ça. Alors, les longues portées pinceau, c'est ça. Normalement, ce que les gars mettent, c'est 2 longues portées pinceau et puis 2 driving en haut. Là, c'est ça comme vous voulez. Il y a une affaire, par exemple, qui est bien important, on voit souvent ça. Le gars, il a le devant de sa voiture ici, là, avec ses 2 phares, sa grille. Là, il a monté ses 4 gros phares, là. Là, tu comprends ça? Depuis qu'il me dit le là, on change autre. C'est trop puissant, ce pied-là. Regarde le radiateur. C'est ça qui est important aussi à penser. Et puis là, il dit j'en passe 3-4 litres par année, celle du bas, il dit les mettre au bas. Ah, il y a plein d'autres affaires, il ne faut pas les mettre trop bas. Celle du haut, il y a un règlement qui dit qu'ils ne doivent pas, un règlement fédéral qui dit la circulation, code de route, ils ne doivent pas dépasser la hauteur des phares d'origine. Alors, vos phares du haut aussi, le plus haut qu'ils peuvent être, c'est la même hauteur que les autres. Et puis les 2 autres du bas, ils peuvent aller dans les coins, les wide and go ou les longues portées driving, là. Faites ça avec vous. OK? Mais pas trop pacter ça devant la grille pour la plus circuler l'air. C'est bien important qu'il soit bien attaché avec des supports d'antivibration de façon à empêcher justement que votre éclairage s'en aille comme ça. Même on a une poignée de bout, un paquet de vibration en avant. Alors, il faut qu'il soit bien attaché sur les lumières. Les fils des fusibles appropriés ici. Souvent, tu vois ça, il y a une ligne avec 2 spots, 100 watts. Là, il y a toujours un fil, on dit c'est la grosseur et la poudre. Ça fond tout le temps, je l'ai enveloppé pour le feu, là. Alors, on fait avec, c'est bien important d'avoir tout le filaire approprié. Ça, normalement, on les monte sur un relais. Et puis, il faut qu'il soit installé de façon à ce que quand vous dînez, quand vous tombez sur des codes, ce qu'on appelle des houses, là, tout s'éteint. Okay? Alors, ces ports-là, normalement, on met du switch à part. Les 4 gros spots. Vous mettez du switch à part. Quand vous les mettez, votre switch est en action à on, et puis vous mettez sur les hauts, tout à l'heure. Surtout que vous rencontrez une autre voiture, vous dînez, passe. Tous ces ports-là s'éteignent, puis là, vous avez juste vos barres sur le fenêtre sur la voiture. C'est la façon de les monter. C'est le règlement aussi qui l'exige. Après ça, comme je l'ai dit, la hauteur est importante, les vibrations. Et puis les supports. Il y a beaucoup de compétiteurs qui montent ces ports-là sur un support en acier en avant de la voiture.
Là, c'était là. La route est large comme le char. Tu as 100 pieds à faire, tu vois rien. Là, tu pars à reculer, il faut que tu tournes dans le premier fossé, ton rêve vient de tenir là. Fait qu'un bon port de recul, monter sur la carrosserie, et non pas le pare-choc. Sur le pare-choc, vous allez accrocher votre pare-choc dans un arbre, vous allez laisser le port là. Vous montez sur la carrosserie, en arrière, et même vous allez acheter votre pare-choc, vous allez avoir encore votre port de recul. Oui. Ton port de recul, est-ce que tu penses sur les ports de recul? Oui, normalement, c'est dans ma ligne de voiture, tu as déjà des ports de recul qui sont sur la voiture, là, des petites lumières blanches, qui éclairent plus ou moins. Tu as déjà des entrées là. Alors, ils sont montés sur la transmission. OK? Puis il y a un règlement, je pense, qui dit que maintenant, s'ils sont montés sur une switch à part, il doit y avoir un témoin. Une lampe témoin qui s'allume dans le dash. Pour ne pas l'oublier et aveugler d'autres compétiteurs qui s'en. Le port de recul, on suggère normalement un wide angle. C'est pas place en plein centre de la voiture. Le plus sur le côté du pilote. Ouais, c'est ça. Alors, ce qui est important, c'est de voir les deux fossés. Quand vous allez étudier, parce que des fois, c'est long, tu vois rien, c'est attaché, c'est strappé. Fait que tu veux pas se détacher inutilement parce qu'il va faire du temps pour repartir. Et puis rouvrir ta porte pour regarder. Fait qu'avec un bon port de recul, bien souvent, tu peux te guider facilement par le miroir. Si tu n'as pas fait un plus 300 pieds, ça te lève. Après ça, essuie-glace en bonne condition, surtout l'hiver. Hein. À l'intérieur, ben là, ça va vous prendre une baladeuse qu'on appelle la backlight pour votre gentil navigateur. C'est toujours important de la mettre le plus possible de l'arrière vers l'avant et non pas de l'avant vers l'arrière. Le pilote va avoir un point d'œil tout le long de la rue. Ça, c'est pratique d'avoir une lumière brillante. Ça gâche tout le temps. Alors, c'est en arrière, à l'éclair vers l'avant. Et puis, normalement, de haut en bas, et non pas de bas en haut, parce qu'il y a plus de temps de retomber. Là, ça remonte. Le chien flou est retombé. Alors, c'est pris en haut, elle ne peut pas tomber. C'est pris en arrière, l'éclair vers l'avant, elle ne change pas ton sport. Ça, c'est pour les lampes. Avec une lampe de sphère, la lumière bleue, c'est pas possible. Il y a aussi ce qui se fait, des fois, c'est juste un petit crayon comme ça. C'est une espèce de franchise, là, avec un petit crayon jetable. Et puis, cette affaire-là, c'est bien d'avoir le jardin tout le temps avec moi à la vie. Si ma lampe fait défaut, bien des fois, dans les stages, je ne peux pas allumer mes lumières, la lampe de navigation ne peut pas déranger mon pilote, parce que je fais juste avec mon village. Mon instruction, des fois, de 3-4 km, 5 km, j'ai vu même jusqu'à 15 km avant d'avoir une instruction, ça donne rien, tu peux plus le tableau de bord allumé. Juste qu'il fait noir dans le char, d'ailleurs que ton pilote va pas aller. OK? Alors, le moins d'éclairage possible quand c'est pas nécessaire. Après ça va prendre une lumière sur le capot, lumière dans la livre, parce que la nuit, quand tu veux voir vérifier ton huile, tu cherches un outil dans le coffre, là, c'est noir, là. Alors, c'est bon d'avoir une lumière. Il y a aussi, ce que vous pouvez faire aussi, c'est transférer la boîte à fusible, s'il n'est pas déjà à l'intérieur de la voiture, la transférer sur le dash, là, à l'avant du passager, du navigateur. Là, lui, va pouvoir faire les fusibles en chemin, si jamais il y a quelque chose qui fait défaut. Batterie d'alternateur, vous avez là, en fonction de l'éclairage que vous avez. Vous êtes équipé avec 400 watts, c'est sûr que votre alternateur va bien. Si la batterie qui a 45 ampères, elle n'a pas du tout non plus. C'est bien important, plus que vous montez l'éclairage, d'électricité, d'avoir le plus possible de puissance en électricité. Alors, une bonne batterie, un alternateur, c'est pas possible, il y a des tanks pack ou tropic pack ou pourquoi. Votre concessionnaire automobile ne peut pas vous dire, c'est disponible dans votre système de refroidissement, bien important aussi, parce qu'on essaie de lire, n'importe un stage de 50 000, et puis le bien dans le fond du début à la fin, c'est un moteur qui sort de là qui est rouge. C'est pas un bon système de refroidissement, mais là, ça va chauffer. Alors, il y a possibilité de mettre un radiateur plus gros, des courroies bien ajustées. Parlant de courroie, il y a deux trucs, ceux qui ne connaissent pas, c'est le fameux bonillon. Votre courroierie. Moi, j'en ai toujours un dans les tours avec bonillon de femme. Pas juste de positif. Passant des deux bougies, un bon lieu, puis l'excédent, puis faire à cause sans mettre ça. En problème. Après ça, un bouchon en bonne condition. Pour les fuites, il y a toujours le poil, les œufs, le pain. Pour les fuites de l'éclaireur, à un moment donné, ça passe. Et un compétiteur qui nous a envoyé une garnotte là-dedans, il y a un petit clou, ça pisse, mais il ne sait pas de mettre de l'eau là-dedans. Il vient de pouvoir briller dans le radiateur, à un moment donné, la fuite, le grain de poil va s'en aller loin pour le futur. Sinon, des fois, de la grille de pain, ou casser un œuf là-dedans, il va faire son chemin. Il est rendu ici, bon, il passera. Il va arrêter une petite de plus. Oui.
bouchon, il frappe de pression, et puis ça fait chauffer l'eau. Alors, le moins possible d'ouvrir le bouchon. Ventilateur en acier, possible. Je me demandais pourquoi, peut-être qu'il y en a qui arrive, c'est que sur les prendre certaines voitures, comme les vieilles d'Atos, par exemple, qui étaient équipées avec des ventilateurs en plastique, et puis on a vu souvent dans les rallyes, quand on a fait l'expérience, traverser des rivières, puisque tu avais de l'eau dans le milieu des postes, faire de sangrer. Et puis à un moment donné, tu rentres dans l'eau, puis là, tu entends, là, tu sors de l'eau, ton radiateur coule. C'est parce que les cannes en plastique ont, sous la force ont tout simplement plié, puis ont été brisés de radiateur. Alors, c'est possible un ventilateur en acier. À moins d'être équipé avec des ventilateurs électriques, là, thermostatiques, là. Plus souvent, autrement, en arrivant dans l'eau, tout à peu près dessus, puis il arrête ça. Après ça, on tombe sur les pneus des gens. Les types de pneus qu'on utilise en rallye, c'est des pneus un peu comme des pneus d'hiver, des pneus à neige. Là. Et puis, on recommande avec les plans les plus durs possibles, avec les nœuds le plus larges, le plus profond possible, de façon à bien dégager ça ne se fait pas de fer. Alors, avec des jambes en acier, c'est possible. C'est préférable que l'aluminium qui brise assez fréquemment, qui coûte très cher. Alors, des bons vieux rimes en acier, Format à Einstein, comme de Boston. Je pense que ça coûte pas cher, 15 piastres à faire. Tu mets ça avec des tubes dedans. Toujours bien gonflé. Il y a des gars qui roulent avec 22, 24, 26, 28 litres, c'est passé. Quand il est à 80 000 à déravage dans le pas, il y a 2000 livres d'appuyés sur ce pneu-là. Le pneu, il n'est plus en dessous de la jambe, il est rentré en dessous de la rue. Donc, c'est de l'air. 35 livres. Moi, je roule des fois jusqu'à 28 livres, dépendant de la surface. Oui, plus que les pas radiales, comme je recommandais, C'est pas radial ou pas, tu comptes ça bien dur. Comment, 45? Non, pas trop. À 35 minutes, Le normalement. maximum est écrit sur les plans. Ouais, tu l'as écrit sur le test. Normalement, oui, 35, 36, puis ici, là. Ouais. Pour les rallyes d'hiver, on recommande de baisser la pression. Alors là, toujours avec des tubes, vous pouvez descendre de 18 à aller à 20 livres l'hiver, dépendant de la surface, c'est glacé. La grosseur de pneu. Alors, ta grosseur de pneu, c'est bien important, j'arrivais à ça d'ailleurs. Alors, il y a une chose aussi, il y a certains pneus de pas très bonne qualité, ceinturés d'acier, qui peuvent vous causer des problèmes avec les tubes. J'en ai fait l'expérience, il y a une année que je n'étais pas bien vite, et à un moment donné, j'ai été chercher des tapes cheap radiales, ceinturées d'acier, je ne sais pas faire les tapes. Je pensais que ça, je faisais bien vite pour rouler. Là, c'était les ceintures d'acier à l'intérieur qui perçaient le tube. Alors, quand vous achetez un pneu ceinturé d'acier, prenez la meilleure qualité possible. Parce que les ceintures d'acier peuvent percer le tube. Vous pouvez faire des plates comme celle-là, c'est des trouver avec du c'est ça. Pas plus compliqué. Pour la terre, on suggère des pneus de 4 à 6 ou 8 plis avec une gomme très dure, légèrement plus large que ce qui équipe la voiture, si vous avez un moteur très fort, ou très étroit. Alors ça dépend bien des techniques de pilotage que vous employez. Pour pas que le pneu soit trop large. Moins qu'un pneu est large, meilleure va être la tenue de l'auto. Ça va vous sembler bizarre, ok? Sauf que sur l'asphalte, c'est le contraire. Mais sur la terre, on va avoir le plus étroit possible. C'est bien simple, la raison, c'est que plus qu'il est étroit, plus que vous avez de pression au sol. OK? Ça vient du principe que si je pèse sur votre pied, moi là, avec mon pied au complet, ça fait bien moins mal que si je fais juste à côté du talon. Pour le même poids, si je m'appuie juste avec mon talon, c'est presque une lame de couteau. Ça vous rentre dans les orteils, messieurs. Ça va. Pourquoi? Vous avez le même poids, vous avez une petite surface. Donc, plus ton pneu est étroit, meilleure va être la tenue de route. Si ton pneu est large, là, il va flotter ses bosses. Parce qu'à un moment donné, il perd contact. S'il y a des aspérités dans la route, les aspérités de mettre dans la route, ton pneu, il y a ça de large. Ici, là, il touche pas. Ici, il touche pas. Tandis que si ton pneu, pour la même surface, ton pneu, il y a ça de large, lui, là, il pousse toutes les surfaces. Ça va. Il suit les bosses. OK? Alors, de là, c'est une meilleure traction que sur un pneu large. Sur la salle, c'est le contraire. Pour aller le plus large possible, pour ce qu'on a de plus large. Ça ne donne rien de mettre des tailleurs larges de même, ça va freiner. Le moteur va pas se traîner. Mais on y va selon. Sur l'asphalte, normalement, on recommande, dans le cas d'un pneu qui est équipé de 165, on va recommander du 185, 195 maximum.
On n'a rien de mettre 2,25, ton moteur, ça ne même pas avoir de le traîner. Fait que tu arrives des coups, tu vas te traîner aussi. Là, vous autres, d'utiliser ça. En faisant des tests, vous allez vous en rendre compte que ça fait. Pour la glace, la neige, bien, encore là, très étroit, toujours du même principe que pour la terre, là, plus que moins de surface pour faire, plus de pression. Pour la glace, la neige, bien, là, il y a toute une pléiade de types de pneus, là, que ce soit des Acapulco, des Vius, vous avez toutes les sortes. Vous adressez-vous à des spécialistes pour ne pas faire d'erreur là-dedans. Ce qui est du choix des pneus. Les crampons sont interdits, je pense, maintenant, en rallye. Il n'y a plus de crampons. Alors ça, c'est pour les pneus, les roues. Je pense que c'est pas mal tout à ce niveau-là. Bien important d'avoir 2 bons pneus de rechange, bien gonflés. Au lieu d'en avoir un peu plus d'air dans les pneus de rechange. Comme ça, vous pouvez l'enlever. C'est bien plus facile d'enlever que d'en mettre. Alors, quand vous partez avec votre pneu de rechange, vous gonflez la carène, celle-là. Si vous en servez sur l'auto, juste à vérifier la pression, puis la redescendre après. Il y a le crin de la croix. C'est possible d'utiliser les branches de votre croix. Vont parfois faire beaucoup de boulons sur la voiture. Alors, la seule chose à faire, c'est de peinturer chaque branche de la même couleur que le boulon qu'elle peut faire. Et puis de cette façon-là, avec ma croix, moi je peux enlever mon volant. Alors, le bout de la croix, il est peinturé rouge. Et puis le bout du volant est peinturé rouge. Donc, on va le chercher. La même chose pour tout ce qui peut servir sur le bout. La suspension. Là, on s'embarque de grosses affaires. On n'élabore pas beaucoup sur la suspension. Mais, il y a des choses très importantes qu'il faut retenir. Une bonne suspension, c'est des amortisseurs qui poussent que des ressorts. Alors, j'ai vu souvent, fréquemment, les gars arriver avec des ressorts de camions dans la voiture, puis des chocs mous comme de gagner. Vous allez prendre les clous, mon ami. Quand le ressort arrivait en bas, vous avez pitché le char, toi. Ouais. Je comprends, là, je faisais des sauts de crapaud, c'était vrai, la main. J'ai vu des chocs, des strangers, mon char, c'est pas sûr, tu comprends, c'est moins. C'est pas les ressorts qui sont bien importants, c'est les amortisseurs, qui vont empêcher la voiture de rebondir. Alors là-dedans, ce qu'on utilise normalement, c'est l'amortisseur à gaz, en rallye, qui, eux autres, ont toujours une tension sortie, qui est contraire à un choc à l'huile. Un choc à l'huile, ce qui empêche la voiture de revenir rapidement en haut. Tandis qu'un choc à gaz, c'est le contraire. Il pousse la voiture en haut continuellement. Alors, la voiture, aussitôt qu'elle descend, le choc du spring, elle remet tout ça à sa place. Alors, c'est pour ça que vous avez une meilleure tenue de route avec un choc à gaz. La roue, vous avez un trou dans la route, c'est la roue qui va descendre. Tandis qu'avec un choc à gaz, la roue va descendre, parce que le spring la pose dans le trou. Et puis, le choc, toute la voiture va descendre, puis là, le choc va l'empêcher de remonter vite. C'est la différence. Alors, c'est pour ça que c'est supérieur des chocs à gaz. Parce que ton choc au gaz, ton gaz à l'intérieur, peu importe la température, Exactement. Il empêche l'huile de devenir mousseuse. Hein? Alors, il est sous pression, le choc à gaz. L'huile, ce qui arrive, c'est que dans un amortisseur, ça vient tellement chaud, de haut en bas, la travers. C'est ça, elle perd son efficacité, et puis elle devient mousseuse, l'huile. Alors, toutes ces petites bulles-là, ça fait justement des tubes comme des poches d'air. Et puis, un amortisseur à gaz, vous n'avez pas de ce problème-là, parce que c'est une pression qui est rajoutée dans l'amortisseur, pression à gaz, qui empêche la formation de bulles. Et puis, qui tient votre liquide beaucoup plus loin. Alors, c'est possible des amortisseurs à gaz. Là-dessous, encore là, vous avez toute une série d'amortisseurs qui sont bons et moins bons et plus ou moins bons. Dans un genre, on suggère, quand vous investissez des amortisseurs à gaz, on parle de peut-être 80 à 100 $ l'amortisseur. On prend ce qui fait mieux. Puis si on pense faire du rallye, on avait tout de suite des amortisseurs de rallye. Il y a des maisons spécialisées pour ça. Après ça, les ressorts, toujours un peu plus dur. Si vous regardez, si vous mettez un choc très dur et que vous ne changez pas le ressort, ce qui va arriver, c'est que vous allez défoncer votre choc. Parce que c'est tout lui qui va absorber les chocs. OK? Alors, vous allez défoncer. Pour les bonnes planées, il faudra voir renforcer les points d'attache de suspension aussi. Comme tout ce que la suspension est attachée à le châssis de la voiture, il faudra renforcer ça un petit peu. Si vous avez l'intention de faire une tour de bonne planée, c'est bien important. Après ça, il y a les gars qui font normalement, c'est qu'ils installent entre les deux points de suspension avant, les deux struts, les deux chocs avant, une barre, pour empêcher la structure de se refermer continuellement. À chaque fois que vous prenez les lignes, tout le stress de la voiture, quand elle a refermé la suspension avant,
élever la voiture légèrement pour avoir une meilleure garde au sol. Il y a des routes en forêt qui sont assez rough, et puis en relevant la voiture, vous évitez de faire des dommages sous la voiture. Il ne faut pas relever trop. On a tendance à trop élever la voiture, et de là, on perd la tenue de route assez facilement. Ça dépend naturellement quel genre de rallye vous allez faire. Si vous allez faire un rallye à l'hiver, Au safari, ouais. Ça dépend des rallyes, voyez-vous. Vous allez faire des rallyes d'hiver, puis sur la neige, et puis normalement, sur les rallyes d'hiver, il n'y a pratiquement pas de trou parce que toute la neige les a bloqués. Alors là, on peut se permettre une suspension beaucoup plus molle, qui est suggérée sur la neige et la glace, d'avoir une suspension beaucoup plus molle, de façon à ce que la voiture suive facilement. Si la suspension est trop dure sur la glace, la voiture va avoir tendance à sursauter sur la route et puis de là, vous allez faire beaucoup de dégâts. Et puis, la neige, la glace, on peut descendre la voiture. Okay? Après ça, il y a un paquet de modifications qu'on peut faire au niveau de la suspension et de la direction. Par exemple, des tables un peu plus longues pour avoir un peu plus de contrôle. Pour beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que c'est que le camber et le caster sur une voiture, on vous l'expliquer immédiatement. Alors, si on regarde la voiture de face, puis le pneu est bien droit, OK? Qu'on change. Ça, c'est le camber sur une voiture. Alors, vous avez une roue qui est droite ici, là, les deux roues avant là, sont bien droites. Ça, c'est ce qu'on appelle un camber neutre. Après ça, vous avez un camber négatif, c'est-à-dire que l'extérieur, le bout de roue est plus sorti que le haut. Alors, normalement, c'est par allongement des tables ici, ou au niveau du support de suspension, d'amortisseur. OK, il y a des plaques d'ajustement ici, de façon à pouvoir faire rentrer l'amortisseur à l'intérieur, qui va vous donner du camber sur les roues. OK? Il ne faut pas exagérer quand on met du camber sur les roues. Il y a des gars qui roulent avec des roues à l'heure de mètre, là, à un moment donné, tu freines plus que d'autres choses, tu fais de l'adhérence, parce que tu ne roules plus sur la semelle, tu as rendu que tu roules sur le client avec toi. Alors, normalement, c'est à peu près 1,5 pouce qu'on allonge les tables quand on allonge les tables. Il faut que ça soit fait par un expert, un gars qui a une bonne soudure, parce que si ça casse, vous pouvez facilement vous casser la gueule aussi. Ça, c'est le camber. Quand on parle du caster, c'est la géométrie de la suspension avant. Alors, votre ressort, normalement, là, votre choc est comme ça, là, votre ressort, vous avez le rousset. Et puis ça, si je fais l'ouverture de l'aile, là, c'est le devant de la voiture. Alors, le caster, c'est ça ici. C'est quand on avance les roues avant, là, on les dirige un peu plus vers l'avant, de façon que la suspension, plutôt que de travailler comme ça, travaille plus facilement comme ça. Alors, le plus de caster possible, normalement. OK? C'est préférable d'avoir le plus de caster possible. Toe in, toe out, ça, c'est tout simplement l'ouverture des roues. À un moment donné, vous avez une gars qui a une roue à l'arrière de même, ça, c'est son toe in. OK? Il a frappé une roche, puis là, il a oublié une aérogène. Alors, le toe in est ouvert. Alors, c'est pas bon. Normalement, on suggère neutre ou légèrement ouvert de 1 ou 2 degrés. Là-dessus, on a discuté hier, moi et mon ami, sur d'autres choses. On n'en rentre pas dedans, ça a fin si on va avoir le temps de se faire ici. Après ça, au niveau de la suspension, les freins, bien important d'avoir des plaquettes de freins le plus dur possible, des métalliques, parce que facilement, à la fin d'un stage, vous allez voir, à un moment donné, l'huile bouille des lignes et les freins sont en réponse. Alors, les freins métalliques, avec des disques qui vont filer, il y a possibilité. C'est assez facile à percer. on le faisait dans le il ne fallait pas se sortir des mains. Oui. Juste pour arriver à la fin, prendre ton temps d'équipe, c'est bon d'en avoir. Non, le métallique, en semi-métallique ou full métal. Ça dépend des goûts, ça dépend des moyens. Ça dépend aussi de comment ils utilisent les freins. Il y a beaucoup qui utilisent, il y en a qui utilisent, qui vont faire un rallye avec un set de pattes, et puis il y en a d'autres qui vont faire 3 rallyes avec un set de pattes. Dépendant de ce que tu aimes comme campagne de frein, c'est à force de l'essayer tout de pire que tu vas réussir à trouver la bonne combinaison. Et puis aussi, la façon que tu répartis ta pression de freinage. Tu t'en mets plus en avant, plus en arrière. Il y a des valves que tu peux faire pour pouvoir ajuster ta pression de freinage de façon à pouvoir bloquer tes roues arrière avant les roues avant, etc., etc. Ça, je pense que ça vient avec l'expérience. Oui? Avant de bloquer les roues arrière, tu avant, c'est toujours mieux. Là, en arrière avant. Non, c'est pas mieux, mais ce qui arrive, c'est que ça va te dépendre parfois de situations hasardeuses. Alors, dans le cas des gars qui arrivent d'une belle courbe assez... le gars, il s'en vient ici, puis là, il est ici, puis là, il voit pas la courbe, il sait pas qu'ici, là, il n'y a plus de route, là, c'est un précipice. Et puis là, il s'en vient, à un moment donné, et il dit, hop, 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 je m'en vais dedans.
Là, si tes freins sont plus serrés à l'arrière, à donner un petit coup de frein sec, la voiture va avoir tendance à se descendre des lignes comme ça. OK? Et puis, il va réussir à s'en sortir en accélérant. Oui. Je pense qu'il faut se tromper, là, plus la surface est dure, plus ça prend plus la surface est molle. Exactement. C'est la solution la plus simple. Plus que la surface est molle, plus qu'il faut que vous ayez de freins serrés à l'arrière. Plus que c'est dur, par exemple, l'asphalte, vous ayez plus de freins en avant. OK? Ça, c'est pour ça. Après ça, il y a des freins à main qui est assez facile à appliquer. Alors, c'est juste simplement d'entrer le bouton à l'intérieur, percer un petit trou, vous mettez une corner pin ou une espèce de petit ribelle là-dedans, puis là, votre frein à main il est libre. OK? Alors, à l'arrivée d'une courbe, des fois, vous arrivez dans un aigu, vous avez mal évalué, et vous n'avez pas assez de puissance pour la faire délaper. Un petit coup de frein à main en tournant à l'intérieur, la voiture va partir en dérive. OK? Et puis là, vous relâchez le frein à main. Vous n'avez pas besoin de tenir votre bouton, vous faites juste plein, tu la relâches tout de suite, la voiture est déjà placée. On va en parler plus longuement tout à l'heure dans le dessin. L'ajustement des pédales, bien important ça avec. Le point de talon, là, j'ai pas vu vraiment beaucoup de voitures où le pédalier avait été ajusté à son pilote. C'est une des choses bien importantes de ne pas faire des pédales à 100 000 à l'heure. À un moment donné, si le pied glisse dans les deux pédales, le pied dans le fond, puis comment de sortir de ça, tu fais deux. Ouais. Des bonnes marques de voitures qui sortent dans les villes avec la pédale incurvée comme ça. Oui, il y en a. Alors ça, les pédales, c'est bien important que vous les fassiez à votre goût. N'ayez pas peur de les lâcher, de les placer. S'il faut l'accrocher, l'enlever, dans le descendre, des rods, ça travaille assez facilement. De façon à avoir un pédalier qui travaille bien. Ça, c'est vous autres, selon vos goûts, là, vous allez pouvoir ajuster ça. Oui. J'ai recommandé la conduite avec une semaine de gris. Ça freine. Vous avez copié sur la carte, vous avez vu pas ça, puis à l'eau, c'est pas d'avantage encore, ça va le calmer. Un gris, on lance pas, c'est recommandé, puis il y a les Nomex obligatoires. Dans les après des Nomex, c'est là dans le coup de Après ça, on tombe, parce qu'on va essayer d'activer, il est 22h20. Au niveau de la plaque protectrice, ça va vous prendre une bonne plaque protectrice sur la voiture, le plus léger possible. Et puis cette plaque-là, c'est contre les grosses roches qui sont dans la route, des fois de rencontrer, pas vous percer le réservoir. Si vous pouvez l'emmener jusque sous la transmission, c'est encore mieux, ça va protéger la voiture. Il faut la mettre le moins pesante possible. Le plus gros handicap d'une voiture de rallye, c'est le poids. Alors, plus la voiture est légère, mieux qu'elle tient, il faut l'alléger au maximum. Une grosse plaque en acier, c'est pas recommandé. Le plus possible d'aluminium, matériel léger. Qui couvre le plus possible les surfaces en dessous des glaces dangereuses. Il y en a pour le carter, le réservoir d'essence. Il y en a qui en mettent à certains endroits pour protéger une ligne à frein ou une ligne à gaz, pour le silencieux, un peu toutes sortes de choses. Alors, en agréage léger, des supports flexibles, une plaque protectrice, il faut toujours que le support avant soit plus solide que le support arrière, de façon à ce que lors d'un impact violent, la plaque va se déformer, et puis, s'il y a un support qui a cassé, il faut que ce soit le support arrière. Elle va tomber du derrière, vous allez pouvoir quand même continuer. Si elle tombe du devant, là, vous êtes pris, vous êtes obligé d'arrêter parce qu'elle place dans la terre. Alors, si elle casse du derrière, la voiture, vous allez pouvoir terminer votre épreuve, on va faire comme une traîne sauvage. Après ça, c'est important aussi de vérifier, parce que quand vous faites votre plaque, lors d'un dommage à la plaque, ça se déforme la plaque, qu'elle n'empêche pas certains éléments de direction et de suspension de travailler comme il faut. Faut pas qu'après un bon ballon, elle te cogné au fond, il est ouvert, quand tu viens de le placer, ça te laisse parce que la plaque, en décorant, elle a bloqué la direction. C'est important qu'il y ait un bon débattement à ce niveau-là, puis que ce soit solide dans le tour, qu'il n'y ait pas de que la plaque bloque rien. Sous le moteur aussi, sous le moteur, entre la plaque et la pelle, il est recommandé de mettre un petit morceau de airfoam, de façon à ce que les pièces se logeront entre la plaque et le carter. Vous avez le carter du moteur, là, comme ça, là, et puis vous faites votre plaque. Entre les deux, normalement, il y a toujours une petite cohérence. Alors, on suggère de mettre juste un petit morceau d'airfoam. Ça va empêcher une petite roche de se loger là, et puis à un moment donné, lors d'un impact en dessous, de défoncer la panne à l'huile. Juste glisser un petit morceau d'airfoam là. L'enlever l'hiver. L'enlever l'hiver. L'enlever l'hiver, oui. C'est bon, de temps en temps, nettoyer comme pas en tout pour empêcher la corrosion. Surtout au niveau des réservoirs d'essence, là. Ça s'appelle. Après ça, on est rendu. Ah oui, le trou, pour la vidange d'huile, ne pas oublier de faire le trou dedans.
La garde au sol, il ne faut pas la mettre trop basse de terre, parce qu'elle va être tout le temps en train de cogner par terre, et tout ça peut être foncé. Les conduits d'essence de frein, on peut les passer à l'intérieur de la guitare, bien protégé avec une ligne qui est confiable, qui est sécuritaire. Ça va empêcher justement de les écraser et de les percer. Après ça, au niveau des instruments intérieurs, il y a toute une gamme d'instruments. On n'élabore pas là-dessus, des aldos, contos. Tout ça, ça peut être votre générateur, toutes ces choses-là, il faut que ça soit facile d'accès, bien en vue, bien éclairé, sans vibration. Il n'y a rien qui pas de temps qu'un aldo qui s'en va même, essaye de suivre les chiffres, les voit même pas. Alors, ça, le navigateur ne peut pas donner une bonne job là-dessus quand il réussit pas à avoir son aldo, son village. Que ça soit facile à démonter. Alors, il y a tout un paquet d'instruments que vous pouvez acheter. Il y a les gauges d'essence que vous pouvez graduer de façon à pouvoir limiter d'emmener le moins d'essence possible, gagner du poids. Quand tu pars dans un stage, tu sais qu'une section de 25 km, ça ne donne rien tous les poules, après l'ingration, ça ne donne rien traîner à 50 litres de gaz. C'est un peu ce que je veux. Alors, si sont déjà gradués, on va avoir ton gauge de gaz, 1 gallon, 2 gallons, 3 gallons, 4 gallons, 5 gallons, tu sais, avec 4 gallons, on va t'enlever le temps. Au minimum, toujours pour le de service, comme le genre de garde, ça va être des gallons d'acier. Ça t'évite d'avoir la traînée du bois uniquement. Après ça, les casques qui soient approuvés, SNEL 1975 ou mieux. Volet en cuir, si possible. C'est pas trop petit, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est fatigant d'avoir un petit volet comme ça, puis t'as pas un bon contrôle. Et puis, le bois est à déconseiller. J'ai vu souvent des gars rouler avec des volets en bois, il n'y a rien de plus dangereux. D'avoir un impact, ça plie, ça casse, puis tu peux avoir des échappes dans les yeux. Alors, les volets en bois, c'est à déconseiller. Les pochettes à l'intérieur de l'auto, vous en mettez tout le tour. Vous pouvez des vides poches, là, vous pouvez installer vos cartes de temps, les crayons, tout le kit. Lampe de poche, lunettes de soleil, les 2 paires de lunettes de soleil, bien important. Pas juste pour le soleil, c'est parce que si vous capotez, vous brisez le pare-brise, vous pouvez continuer avec ça. Dans le dans les yeux, puis c'est vrai comme un petit gagaz. Un double des clés, tous les bouchons doivent être attachés avec des petites chaînes. C'est rien plus fatigant l'hiver, t'arrives là, tu enlèves ton bouchon à la radiateur, puis là tu viens de te parler dans l'air, il descend, lui là. Ça chasse le bouchon. Ou tu t'en vas gazer, puis il reste à la tête de centre. Donc, s'il est attaché avec un bouchon, tous les bouchons sont attachés, il n'y a plus de danger. Les chromes, on élimine le plus possible. Capot, noir en bas, si possible, pour éviter l'éblouissement. À l'intérieur, toutes les bébelles chromées, là, sortent la canette de noir en bas, tu peux ça à grandeur. La femme va te tuer, quand chaîne de bouchons, il y a une bande par soleil qui peut mettre aussi en haut là, pour le soleil, le matin, 5 h du matin, tu sors du bois, là, le soleil, un peu à hauteur des yeux. Alors, bonne bande soleil. L'indispensable, trousse d'outils, fusible, tape, fil de fer, bidon, huile, moteur, chaîne, tir fort. Je ne dis pas que je vous les insectes, mais il y a certaines places au mois de juin, c'est un peu heureux de sortir de voiture à la fin des stages. Une patte avec un navigateur complet. Nous autres, ce qu'on a fait cette année, on s'est équipé avec des petits grillages. On s'est acheté des moustiquaires à nylon, et on avait mis ça les 2 vitres de côté. Fait que les 3-4 années qu'on était faire en plein milieu du mois de juin, les vitres étaient baissées, pas de vitres dans le char. T'arrives au contrôle, tu peux juste le relever, puis donner ta carte de temps. Les autres gars, ça se faisait demander de vite. Chaque fois que tu mets ça vite, ça rentrait à mon avis, c'était un nuage. Et tu ne peux pas laisser les fenêtres ouvertes parce que les vitres, à un moment donné, ça s'accumulait dans l'auto. Là, tu cours. Alors, les vêtements, c'est important d'avoir un vêtement qui est ample, qui est lousse, et qu'on est confortable dedans. Tout en train de relever de l'élastique parce que c'est une couille de création. Pas piloter comme peau. Les grosses jeans, faites des effets qui sont pris des pédales, ça avec, c'est pas conseillé. Alors, bien attacher le ras, les jeans, et puis pas les souliers que ça lave, parce que mec qui rentre dans les 2 pédales, il sortira vraiment de ça. C'est important d'être confortable, pouvoir piloter comme peau. Parce que si t'es pas bien équipé, là, partir aller à l'hiver avec des bas de skidoo, ça prend un, c'est tu breaks et t'accélères en même temps. Ça fait que, jacket chaud, je l'ai dit tout à l'heure, les souliers étroits, gants de cuir, Domex, habillé à l'épreuve du feu, c'est recommandé. La bouffe, l'équipe de service, ça, c'est tout un chum qui va venir vous aider. Au niveau des modifications techniques, on saute là-dessus, vous avez tous des affaires mécaniques, vous connaissez ça, des cams montés, des moteurs montés, tout ça.
Là, ensemble, on va parler un petit peu de pilotage. On va se donner un petit 15 minutes de pilotage. Pour pouvoir expliquer les techniques de pilotage en rêve. Mais moi, je prendrais un petit 15 minutes de break. Peux-tu venir faire ton bout de navigation? Je vais prendre ton 15 minutes de break, puis après, on parlera de pilotage. Pilotage, il y a 3 forces à maîtriser. Les gars qui conduisent assez sportivement, ils les connaissent. Vous savez, c'est la force motrice. Ça, c'est celle qui propulse la masse vers la mer. Ce qui veut dire que quand vous êtes en accélération, vous êtes en force motrice. À un moment donné, quand vous relâchez le gaz, comment il se fait que ça continue à avancer? C'est la force centrifuge. OK? Elle continue à faire avancer la masse. Puis, la troisième, latérale. Quand vous êtes capable de contrôler ces 3 forces-là, vous êtes capable de manœuvrer avec votre voiture. Latérale, c'est celle qui dirige la voiture. Bon, à ce temps, pour simplifier ça, on va s'imaginer qu'on est des joueurs de bowling. Là, tu pognes la boule, là, tu l'envoies sur l'allée, là. OK? Ça, c'est ton dénou, ça. Là, ta boule, elle roule. Ici, là, tu l'as poussé, toi, là, juste ici, elle roule tout seul. Par la force motrice. C'est la force de pousser que tu as donnée. Alors, quand tu accélères à fond, c'est ça. Là, rendu ici, ouf, il n'y a plus rien qui pousse. Là, elle est entraînée par la force centrifuge. Elle continue à avancer. Mais là, ça, c'est la force centrifuge qui continue à faire avancer. Là, toi, tu as décidé, là, ta boule, c'est cette quille-là que tu la fais tomber. Fait que tu as mis un petit peu d'effet dans ta boule. C'est ce qu'on appelle la force latérale pour la diriger. À un moment donné, elle va faire ça, puis ouh, ça. Hein? C'est un peu comme un joueur de baseball. Ça vient, il pitch sa boule, là, à un moment donné, elle s'en va, puis là, juste avant que le gars abatte, elle fait ça, oup, elle fait le tour. C'est un petit peu ça. Alors, en rallye, on pilote de la même façon. Sauf que nous autres, c'est pas une boule qu'on a à contrôler. C'est 4000 livres de métal, ça en vient sur 4 roues. 2000 livres de métal, ça en vient sur 4 roues. Fait que là, à un moment donné, tu es en pleine accélération, force motrice. Là, tu lâches le gaz, tu vas venir la queue. Wow, 27, on tournera vraiment là. Là, tu lâches le gaz. Qu'est-ce qui continue à se faire avancer? C'est la force centrifuge. Mais là, tu l'élimines à un moment donné. Alors, toi, là, tu arrives ici, là. Puis là, tu te dis, oups, on continue à avancer, on va finir dans le fossé, ça continue. Là, c'est là que tu vas appliquer une force motrice pour te dégager de ta force centrifuge. Si tu te laisses aller ton poids, comment tu tournerais des roues? La force latérale n'est pas assez puissante. Ce qui va arriver, c'est que tu vas aller quand même dans le fossé. Alors, le pilotage de rallye, c'est une technique bien différente, c'est que tu vas mettre ta voiture en travers, puis là, tu vas accélérer à fond au moment où tu veux te dégager de ta force centrifuge. Parce que là, tu arrives à la ferme, hein? Tu t'en viens ici, d'un moment donné, tu veux tourner là. Là, tu commences à tourner, puis là, tu as beau tourner, tes roues grimpent au bout, qu'est-ce qui continue à te faire sortir? C'est justement, c'est ta force centrifuge, puis là, il faut que tu l'élimines. Alors, à partir d'ici, ta voiture tu as déjà commencé à amorcer ton dérapage, là. Ta voiture est déjà ici, là. OK? Si tu la laisses aller, tu vas finir dans le dos, parce que la force centrifuge t'entraîne. Alors, c'est ici que là, tu vas appliquer une force motrice qui va te propulser vers l'avant. Alors, c'est là que les gaz, pour pouvoir te dégager de la force centrifuge, puis là, emmener ta voiture graduellement à sortir de la courbe. OK? C'est le même effet que tu vas appliquer sur une boule de bowling. Alors, tu lances la force motrice. Quand tu arrêtes, quand tu es poussé, elle continue d'avancer par la force centrifuge. Là, tu vas lui donner l'effet pour qu'elle tourne. C'est là, que tu vas appliquer la force latérale. Puis pour le dégager, c'est pareil comme si tu arriverais, tu serais dans le coin, puis qu'elle va tourner. Là, tu lui donnerais un autre poussé avec la force motrice. Alors, c'est ça. C'est ici que tu vas faire comme ça. Alors là, les gars disent, ça a l'air facile comme ça sur le papier, mais quand tu arrives dans le cœur, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? C'est là qu'est tout le secret. Comment faire décrocher ta voiture dans la courbe? On va s'imaginer une belle courbe, là. On va parler des éclairages. Ouais, essayez. C'est presque la même chose. C'est presque la même chose. Tracer la veste, c'est pas compliqué, il faut que tu laisses le gaz au fond. Dans ça, c'est là que tu sors. C'est à peu près ça, en gros. OK. Donc, on y va avec une voiture conventionnelle. Alors, ce qu'on va faire, on va s'imaginer qu'on est sur un circuit comme aujourd'hui, là, parce qu'en rallye, il y a des techniques, les trajectoires sont un petit peu différentes, parce que tu ne vois pas ce qu'il y a l'autre bord de la courbe. D'un coup qui cite, là,
ça tourne carré, même, un précipice. Là, toi, t'as figuré que, ouais, je prenais mon IPEX là, je vais sortir ici. Et puis, là, ça fait qu'il faut voir le plus loin possible en arrière. C'est de là qu'on se tient toujours à l'extérieur. Parce que si tu es placé ici, avec ta voiture, ton champ de vision, là, ici, il y a des arbres partout, là. Ton champ de vision, là, il est limité à tout. Ah, c'est beau, l'autre part, c'est droit. Mais si tu es ici, ton champ de vision, là, il n'est plus le même, là. Là, tu t'aperçois que, wow! Attends, je pas. OK? Alors, la position, c'est bien important. C'est pour ça qu'en rallye, on roule toujours presque à l'extérieur à l'entrée de la courbe, de façon à voir, le plus loin possible dans la courbe. OK? Et puis, 2, ça nous permet de pouvoir prendre toute la largeur ici, là, pour placer sa voiture en dérapage. Si tu es ici, OK? Il va falloir que tu freines bien. Il va falloir que tu freines plus, parce que là, tu n'as plus bien de distance là, pour te réchapper là, si ça tourne plus. Tandis que si tu es là, tu as bien plus long, là. Regarde, tu as tout ça, là. Tu rallonges ta distance pour pouvoir freiner là, pour ta courbe. OK? Alors, ce qu'on fait, nous autres, en rallye, ta voiture, il faut qu'elle roule de côté ou presque. Hein? Le moins possible, mais je veux dire, étant donné qu'on roule toujours trop vite, tu arrives toujours trop vite dans une courbe, pour pouvoir t'en sortir, ce que tu fais, c'est que tu amorces un léger dérapage. Et puis tu mets ta voiture en contre-braquage avec les roues dans la direction où tu vas aller. Le derrière, tu t'en occupes pas, il suit qui est attaché à devant. Tu le gardes au fond, puis là, tu diriges avec les roues de devant. Ce qu'il faut faire, c'est faire décrocher le derrière de la voiture pour la placer en dérive. Alors, à l'entrée de la courbe, normalement, les gars, ce qu'ils font, commencent à tourner, ils disent, ça tourne pas. Les roues de l'avant, ils tournent pas, puis les chars continuent d'avancer. Parce qu'ils n'ont pas lancé la voiture dans le dérapage. Alors, il faut faire décrocher les fesses de la voiture, OK, puis là, accélérer pour pouvoir attaquer ta courbe. Alors, la façon de le faire, c'est de tourner sens contraire de la courbe. Tu t'en vas par là, toi, tu tournes par là. Ça paraît bizarre, ça se peut pas, ben oui, c'est ça. C'est que tu déplaces le poids, tu déséquilibres ta voiture. Alors, tu t'en viens ici, à un moment donné, ça tourne là. Tu dis, bon, ben, m'aller là. OK, je vais t'être placé à l'extérieur pour pouvoir voir le plus loin possible. Puis là, d'un coup de volant assez sec, ici, OK, en même temps que tu relâches l'accélérateur ou que tu plantes, dépendant de la vitesse que tu t'en viens et de la largeur. Puis là, tu vas faire pivoter ta voiture sur son axe. Elle va faire comme si ça voudrait virer bout pour bout. Parce que là, tu t'en viens, tu as commencé à tourner de même. OK? Puis là, à un moment donné, il soigne un coup l'autre bord. Tout le poids est retransmis sur l'autre côté de la suspension. Ce qui fait que la voiture, elle se soulève d'un côté, elle perd l'adhérence. Et puis de là, la voiture se met en dérive. OK? Le derrière décroche. Et c'est là que tu amorces ton décrochage ici. OK? Alors, tu t'en venais comme ça. Alors, tu as donné un coup de volant par là. Puis là, à un moment donné, tu as donné un autre coup de volant par là. Puis là, c'était trop. Là, tu t'en venais ici. Fait que là, tu as dit, oups, mon vent, il va rentrer là. Je veux l'avoir ici, mon vent. Fait que là, tu replaces ton vent. Ton allié, lui, il suit. Lui, il est parti, là, il s'en va de côté. Parce qu'il arrive, la voiture arrive rapidement. Alors, vous avez... Normalement, ce cours-là dure 3 heures. Alors là, on essaie de le condenser dans une demi-heure. C'est un petit peu plus dur. Je vais vous donner la position que la voiture devrait avoir, OK? Et puis la façon de la faire décrocher. Alors, toi, tu t'en viens ici. Là, si tu tournes comme ça, à un moment donné, tu vas perdre l'adhérence avec les roues de devant. Tu vas te retrouver dans le faux sens. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu tournes sens contraire. La voiture va s'en aller par là. Là, tu donnes un coup de volant sec. La voiture, elle va se soulever comme ça, hein? Elle va être déportée. Là, elle va vouloir amorcer un tête à queue. C'est là qu'il faut que tu corriges. Là, tu envoies tes roues dans cette direction-là, puis là, tu fais avancer la voiture de côté par la force centrifuge. Puis là, à un moment donné, si tu continues à la laisser aller de même, ça s'envoie dans le fossé. Alors, c'est là que tu appliques une force motrice, OK, pour te dégager de la force centrifuge, pour ramener le tour vers l'avant comme ça. OK? Et puis là, plein gaz, tu vas faire ta sortie, puis tu corriges la mesure avec ton volant. Et là, la précipité. OK, là, tu arrives ici. Là, tu t'en as pas su avant ça, tu étais rendu ici, là. Tu l'as vu là, là. OK? Alors là, tu as appliqué, là, tu t'es laissé sortir le plus loin possible parce qu'ici, ça tourne assez carré. OK? Alors, même chose, ça va être, tu laisses ton gaz, ta voiture est déjà décrochée. Tu laisses ton gaz à fond, puis tu amorces un tête à queue encore plus violent. Ça vient de s'atteindre, tu tournes. Là, supposons que tu as mal jugé ton affaire. Là, tu t'en viens ici. Là, tu es obligé de corriger. Là,
piquer vers l'intérieur en donnant un coup de gaz, tu vas provoquer encore un autre balancement du train arrière de la voiture. Je ne sais pas si vous me suivez, là. C'est ça. Alors, c'est toujours de placer la derrière en dérive, le plus possible. À ce temps, dans le cas d'une traction avant, par la traction avant, j'ai jamais été un pilote fantastique sur une traction avant, mais je vais quand même essayer de vous donner la base. Okay? Ce qui arrive avec une traction avant, c'est que quand tu décélères, okay, tu provoques le blocage de tes roues avant. Alors, ce qui arrive, c'est que tu n'as plus de direction. La voiture a tendance à faire un tout droit si tu décélères trop vivement. Parce que, à moins que tu l'aies balancé avant, assez pour que ce soit le derrière qui va te passer à l'avant. Mais plus souvent qu'autrement, tu vas prendre sur une surface glissante, là, mouillée, quelque chose comme ça. Là. Alors, au moment où tu commences, tu décélères, tu commences à tourner, puis tu décélères, la compression qui est sur les roues avant, étant donné que c'est une traction avant, plus les roues qui sont tournées vont avoir tendance à faire bloquer les roues avant, qui va provoquer un tout droit. Même chose, si tu accélères trop vivement, tu vas provoquer le patinage des roues avant, que même tes roues, ça la crampé. L'hiver, c'est en vient que là, tu tournes les roues, ça ne veut pas donner. Hein? C'est beau. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu relâches le gaz, là, d'un coup, ça tourne. C'est la même chose avec une traction avant. Alors, il ne faut pas bloquer les roues avant. Normalement, les pilotes de traction avant, qui prennent comme technique dans un genre de courbe comme ça, c'est qu'ils arrivent plein gaz, ils vont peut-être lâcher un petit coup de gaz ici pour donner une chance à la voiture de se placer. En même temps, ils vont bloquer les freins arrière avec un petit coup de frein. OK? S'ils tiennent assez le gaz pour pas que les roues bloquent à l'avant, ils accélèrent en même temps qu'ils freinent. OK? Alors, c'est exactement ça. Le pied gauche va venir bloquer les roues arrière de l'auto, un coup sec et violent en même temps que tu tournes ton volant, de façon à faire décrocher l'arrière de la voiture. Un coup qui est décroché, la balance, là, c'est comme une traction arrière. T'accélères, là, tu diriges ton vent. Le derrière, il va suivre. En gros, traction avant, ça veut dire ça. C'est assez... c'est dur à expliquer comme ça, sur un tableau. C'est presque aussi dur sur un tracé, mais je pense que c'est à force de pratiquer. C'est l'expérience qui fait qu'à un moment donné, tu développes un sixième sens, je sais pas quoi, puis tu arrives à faire des choses incroyables avec une traction avant. Il y a la technique du frein à main, qui est très, très populaire. Par contre, la technique du frein à main, ce qui arrive, c'est que tu as juste une main pour contrôler ton volant. Alors, tu ne peux pas avoir autant de précision. Oui. Et puis, ton coup de volant va être moins raffiné, plus saccadé, parce que tu as juste une main. Alors, tu remarqueras que la plupart des pilotes qui conduisent d'une main, et tout le temps, là, OK, ont des coups de volant saccadés, la voiture a tendance à se promener beaucoup sur la route. Tandis que celui-là qui conduit à deux mains, tu as les deux mains là, ça freine, tu n'as pas de coup sec, OK, c'est toujours smooth. Puis le dash de rallye, c'est un peu comme sur une piste de danse, c'est une base. Tu t'en vas pour que tu évites les embûches, tu évites les autres. Puis c'est ça, pour que tu conduises toujours comme si tu dansais. Alors, tu emmènes la voiture toujours à la limite, OK? Mais sans justement de dépasser la limite, tu t'en allais dans le trou. Alors, c'est là que le raffinement, là, c'est à force de pratiquer que tu développes. Ça se dit pas, ça s'explique pas comme ça. C'est à force de pratiquer. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure la technique, rendez-vous ça dans la tête, quand vous êtes capable de doser la motricité, la centrifuge, la force latérale, tout ça en même temps, c'est juste un parfait dosage du gaz, des freins, du volant, qui va faire que vous allez vous en aller avec votre voiture comme vous voulez, n'importe où. La meilleure école, c'est l'hiver sur la neige, sur la glace, dans un grand centre d'achat, un point chaud, dans l'après-midi, installe 3-4 boîtes de carton, là, tu dis ça, c'est une curve, ça, faut pas que je touche un arbre. Puis là, tu y vas, graduellement, tu l'amènes à la limite. À un moment donné, tu vois, hop, elle décroche des tasses, puis là, qu'est-ce que je fais? Là, tu pratiques. C'est comme ça que tu vas devenir